L'arrivée était prévue entre 17h et 20h. L'US Endurance était donc dans les temps puisqu'il est apparu à l'horizon de La Rochelle vers 18h. Parti de Floride le 27 juin, le porte-conteneur a été pris en charge par les remorqueurs du port maritime de la Palisse pour rejoindre le quai. Et oui, pas si simple de manœuvrer ce géant de 265 mètres de long. Sécurité oblige, une zone d'exclusion de 300 mètres avait été mise en place par la gendarmerie en mer et dans les airs. Il faut dire que le chargement est précieux, 63 hélicoptères de combat, 500 véhicules militaires, des tonnes de matériel et 350 soldats. Les troupes et le matériel vont transiter par les bases aériennes de Rochefort et de Cognac avant de rejoindre leur affectation en Allemagne et en Pologne. Cette opération de relève est inédite en France. C'est en fait un test grandeur nature voulu par le Pentagone pour éprouver les installations portuaires de la façade atlantique. Une répétition en quelque sorte en cas de réelle intervention militaire. Le déchargement doit se poursuivre aujourd'hui. Il faudra ensuite remonter un à un les hélicoptères avant qu'ils ne s'envolent vers l'est de l'Europe. Un travail qui devrait durer plusieurs jours. Les salariés de la clinique Richelieu de Saintes ont obtenu des avancées après leur mouvement de grève. La direction va finalement leur rendre les heures non travaillées lors du confinement. Elle s'engage également à améliorer les conditions de travail et les salaires. Mettre les prostituées à l'abri de la traite humaine, lutter contre les réseaux, verbaliser les clients, ce sont les grandes lignes de la loi Coutel, ancienne députée de la Vienne, 3 ans et demi après sa promulgation. Est-ce que cette loi est bien respectée? Une évaluation vient d'être menée et pointe une mise en œuvre laborieuse. Antoine Morel et François Bombard. Les lois passent et les prostituées nigérianes, la nuit dans Poitiers, font toujours partie du paysage local. Le trottoir, c'est du passé pour Joy et son amie Anna. Toutes les deux ont la chance d'avoir intégré le parcours de sortie de la prostitution créé par la loi en 2016. Elles ont droit à un logement et à l'aide de ces bénévoles pour leur réinsertion. Mon sentiment, c'est que ça ne va pas assez vite, mais que cette loi est quand même importante. Elle aide, elle fait sortir des personnes de l'esclavage sexuel. Quand elles viennent nous voir et qu'elles ont envie de s'en sortir, on est là et pour les aider. Et on aimerait avoir plus, oui, c'est ça, on aimerait avoir plus de moyens, quoi. Selon ce rapport d'évaluation, la loi contre le système prostitutionnel est freinée par une absence de portage politique et d'engagement volontariste des pouvoirs publics et une faible application de certaines mesures. Parmi ces mesures, la pénalisation des clients. 2000 contraventions seulement dressées en 2018 dans toute la France. À la préfecture, la déléguée aux droits des femmes est en charge de la mise en place de l'accompagnement des victimes de l'exploitation sexuelle. J'espère que ça sera une politique qui va être mise en œuvre dans sa globalité et que les clients effectivement seront pénalisés pour tarir la demande. Au palais de justice de Poitiers, le procureur de la République n'a pas souhaité s'expliquer sur sa politique en matière de lutte contre l'exploitation sexuelle. Hélène Pohu, sociologue, constate dans son étude sur l'application de la loi dans plusieurs villes de France que les forces de l'ordre ont rarement pour instruction de pénaliser les clients. Le procureur a un rôle majeur dans l'application de cette loi puisqu'il va donner le ton politique de la politique pénale locale. C'est lui qui va notamment faire en sorte que la verbalisation des clients mais aussi les stages de sensibilisation à l'achat d'actes sexuels soient mis en œuvre à échelle locale. Dans le département de la Vienne, selon nos informations, en 2018 par exemple, seuls 3 clients ont été verbalisés pour avoir eu recours à la prostitution. Le procès du bombardement de Bouaké s'ouvrira en mars prochain. Il a été reporté pour cause de confinement. En novembre 2004, un camp militaire français a été pris pour cible en Côte d'Ivoire. 10 soldats sont morts, dont 5 du RICM de Poitiers. Plusieurs membres du gouvernement de l'époque sont cités comme témoins, dont Jean-Pierre Raffarin. Elle dénonce l'invasion des éoliennes en Nouvelle-Aquitaine. Des associations déposent un recours au tribunal administratif contre le schéma éolien de la région. François Bombard, bonjour. Les opposants veulent frapper fort. Oui, Florent, la colère monte un peu sur le sujet. 165 associations locales dénoncent la prolifération éolienne en Nouvelle-Aquitaine et plusieurs d'entre elles ont donc déposé un recours contre le SRADET. Le SRADET, c'est le schéma régional d'aménagement et de développement durable. Il a été adopté par le Conseil régional en mars dernier et fixe notamment en matière d'énergie le programme. Il prévoit ainsi de multiplier le parc éolien par 2,5 alors
l'horizon 2030, une augmentation qui suit la direction impulsée par le gouvernement dans le domaine et faisant passer les éoliennes de 671 à 1600 sur la Nouvelle-Aquitaine. Des associations qui évoquent le fiasco économique et écologique que représenterait l'énergie éolienne et aussi un déni de démocratie, car bien souvent, Florent, les populations locales sont opposées à ce projet. Et en plus, en Nouvelle-Aquitaine, tous les territoires ne sont pas logés à la même enseigne. Alors c'est vraiment le moins que l'on puisse dire, on peut carrément parler d'inégalité dans le domaine. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder la carte de la Direction régionale de l'environnement et de l'aménagement du territoire, une carte qui permet de voir que l'essentiel de la question se concentre en Poitou-Charentes, en bleu les parcs en fonctionnement, en vert ceux autorisés mais pas encore construits, en jaune ceux en cours d'instruction. Tout cela date du schéma régional éolien élaboré en 2012 par Ségolène Royal qui listait à l'époque les lieux d'installation potentiels. Conséquence, les projets se sont multipliés dans le sud de l'ex-région surtout. On arrive justement peut-être à saturation. Les industriels se retournent donc désormais un peu plus vers l'Aquitaine qui pour plusieurs raisons accueillait très peu d'éoliens. Et là donc ça réagit un peu plus avec ce recours qui vient donc d'être déposé devant le tribunal administratif de Bordeaux. Florent. Merci beaucoup François. Les élections municipales contestées à Étré près de La Rochelle, battues à 4 voix près. La candidate de gauche, Hélène Rata, dépose un recours au tribunal administratif. Il y a eu des retards dans les envois de procuration, dit-elle, ainsi que des irrégularités sur les panneaux officiels de son concurrent, Tony Loisel, qui a été officiellement investi maire la semaine dernière. Un taux de réussite inédit pour le bac 2020 en Poitou-Charentes. En moyenne, 93,17%, toutes filières confondues. C'est 13 points et demi de plus que l'an dernier. Vous voyez les chiffres en fonction des bacs et ils vont encore augmenter puisque les épreuves de rattrapage auront lieu avant la fin de la semaine. Pour ceux qui sont en vacances, voici une possibilité de sortie dans la région. Les circuits ont repris dans les maisons de Cognac. Voici les coulisses d'une des plus prestigieuses d'entre elles, Annecy, Bruno Pilet et Cécile Landais. Une petite balade en bateau pour remonter l'histoire. Il faut savoir qu'un fleuve comme la Charente, entre océan et terre intérieure, permettait de transporter énormément de choses. Et là, le bien le plus rare qui était transporté sur la Charente, c'était le sel. Le circuit de visite de la maison Annecy est de nouveau ouvert depuis le 23 juin. Une scénographie moderne qui permet de comprendre toutes les étapes de fabrication du cognac. 9 visites par jour, au lieu de 12 habituellement, et tout un protocole d'hygiène mis en place par la maison de négoce. Pour garantir aux gens la distance, donc on a mis ces cercles au sol et ça donne aussi un petit côté ludique à la visite, ce qui est toujours bienvenu en ce moment. Et le nettoyage ? Le nettoyage entre chaque visite. Des mesures barrières obligatoires qui ne semblent pas freiner les touristes. On est obligé, on n'a pas le choix. Voilà. Il n'y a pas trop de contraintes, il ne fait pas trop chaud en plus dans les caves. On sait qu'on peut respecter quand même les distanciations et on espère qu'on pourra enlever le masque pour la dégustation, c'est la seule chose, mais aucun problème. 3 mois de fermeture et forcément des conséquences économiques. Car les circuits de visite sont aussi une véritable vitrine pour les maisons de cognac, notamment pour la clientèle étrangère. À cette période de l'année, on devrait avoir pratiquement 60% d'étrangers et 40% de Français. Et là, actuellement, on est plutôt à 90% de Français. Surtout de la grande partie ouest de la France et depuis quelques jours, les Parisiens également. Pour Annecy, cela concerne 30 000 visiteurs chaque année. Au total, une dizaine de maisons de cognac ont rouvert au public leur circuit de visite. C'est aujourd'hui qu'aurait dû débuter le FLIP, le Festival international des Jeux de Parthenay dans les Deux-Sèvres. Mais il a été annulé en raison du Covid. Il attire 400 000 personnes habituellement. Anne-Marie Baillarger et Freddy Vetto. Cette année, la place est vide. Pourtant, normalement, début juillet, elle est grouillante de visiteurs. Mais en 2020, elle est déserte. Ici, d'habitude, c'est le FLIP, le Festival ludique international de Parthenay, qui installe ses Tivoli. On vient jouer en famille, mais cette année, à cause du Covid, tout est annulé. Et bien sûr, les commerçants du centre-ville commencent à flipper. Ces 11 jours de flip nous font une trésorerie pour l'hiver, parce que l'hiver, on travaille beaucoup moins. Donc la trésorerie nous permet de tenir l'hiver. Là, sans trésorerie, sans flip, je ne sais pas comment on va faire. Ça va être très compliqué. Même si le flip fait flop cette année, dans sa boutique spécialisée en jeux de société, Marc Poirot cherche des alternatives. On va organiser des soirées-jeux donc dans un lieu que l'on a à disposition, en respectant bien sûr tout ce qui est gestes barrières, etc. Et on va remettre en place des soirées-jeux avec nos adhérents de notre association pour essayer de faire vivre un petit peu le jeu de société en cette période de disette avec le flip. Messieurs, dames,
Ce festival est un outil majeur d'animation pour l'été à Parthenay avec près de 400 000 visiteurs-joueurs. Pour la municipalité, l'annulation est un vrai problème. La nouvelle équipe en place cherche des palliatifs compatibles avec la sécurité sanitaire. L'idée est d'organiser des événements de type concert, spectacle de danse, des choses de cette nature, qui amènent en fait tout simplement les gens à se déplacer dans le centre-ville. Les organisateurs ont beau chercher des solutions, ils savent pertinemment que l'ambiance très animée du festival ne sera pas au rendez-vous. Tout l'univers du flip qui s'élabore, qui transparaît dans les rues et un peu partout, et même plus largement qu'au-delà de la ville. Et ça, c'est vrai que c'est une ambiance qu'on retrouve tous les étés depuis 1986. Donc on aura plaisir à le retrouver en 2021, bien évidemment. D'ici 2021, tout en gardant les distances, sur la place, il reste la pétanque. À Royan, la vedette de la SNSM sera bientôt de retour en mer. Les patrouilles vont reprendre ce week-end. Le bateau était hors d'usage depuis 6 mois. Laurent Pelletier et Cédric Cottaz. Depuis le début de la saison, c'est la règle. Chaque été, les sauveteurs en mer de la SNSM sont de sortie tous les après-midi sur zone pour être au plus près des plaisanciers. Ça va les jeunes hein, on est mieux sur l'eau qu'à la maison hein. Mais pour l'heure, seul le bateau semi-rigide assure son dispositif d'intervention. Car la vedette sûre de Mons n'est pas encore prête pour aller porter secours. Après plus de 6 mois de cale sèche, de réparation hors normes et de confinement, il fallait absolument changer de grosses pièces essentielles comme la ligne d'arbre et l'inverseur. Des travaux titanesques et très chers, 90 000 € en tout, financés par des dons à une enveloppe du conseil départemental de 50 000 €. C'est un bateau qui tourne dans les eaux qui sont sablonneuses. Donc le sable fait des usures de bagues, ce qui fait que ça peut endommager tout ce qui était étanchéité. Donc on a préféré tout refaire avant de retomber en panne. Ensuite on en a profité pour faire une révision totale des moteurs, des turbos. Et là on s'est rendu compte que c'était des bêtes en fin de compte qui souffraient énormément. Jean-Michel est un des 27 navigants de la SNSM de Royan. Comme ses collègues, il participe activement à la remise en état de la vedette. Il ne faut pas que ça nous lâche quand on est en mission, en intervention. On a besoin de notre matériel au top, vraiment. Et on a besoin de la puissance maximum et bien de la machine. Le sieur de Mons et sa dizaine de membres d'équipage devraient reprendre leur veille sur zone dès le week-end prochain. L'an dernier, les sauveteurs en mer royanais sont intervenus à 180 reprises, dont 70 fois pour des sauvetages de personnes. Et nous partons sur une autre embarcation pour notre série d'été à la découverte des lieux et des histoires de la région. Voici une croisière dans le Lot-et-Garonne, 2 heures de navigation sur la Baïse pour parler d'Henri IV ou encore de gastronomie. Jean-Claude Lacoste et Karine Jbali. Bienvenue en Lot-et-Garonne à Nérac, sur les berges de la Baïse. Comme vous le savez, l'été annonce la pleine saison des croisières fluviales. D'ailleurs, derrière moi, les premiers passagers embarquent sur la gabarre du Prince Henri pour une balade au fil de l'eau de 2 heures à la découverte de la cité royale d'Henri IV et pour déguster des produits du terroir ici en terre d'Albret. La Baïse, elle est navigable depuis le XIIIe siècle. Or, entre le XIIIe et le XVIe... Les remparts de la cité royale défilent avec au loin sur cette rivière le pont vieux gothique. La visite culturelle commence pour les 35 passagers venus en famille pour la plupart du département. Et la guide évoque déjà les belles années d'Henri de Navarre, futur roi de France. On nous dit aussi que depuis son château, Henri IV avait une fenêtre qui donnait pile sur ce pavillon. Et oui, il devait certainement avoir besoin de se rincer l'œil auprès de ces dames. Bon, bien sûr, il aimait énormément les femmes. Il a été marié 2 fois quand même. Une première fois avec Marguerite de Valois, la reine Margot, et puis après avec Marie de Médicis. Et donc oui, voilà, c'est tout cet aspect autour de ce personnage. Alors nous sommes sur la cuisine extérieure, petite cuisine sur la gabarre du Prince Henri, parce que c'est le moment du déjeuner avec, pour commencer, une assiette composée de foie gras, de jambon de pays, de melon de Nérac. Ceci a été préparé par la ferme Lafitte. Justement, l'assiette gourmande est servie avec un vin moelleux macéré à la figue
La ferme de Montgaillard cuisine le canard depuis 25 ans. C'est essentiellement des produits à base de canard que l'on fabrique à la ferme. Vous allez avoir le véritable foie gras mi-cuit au torchon qui est cuisiné à l'ancienne. Donc roulé dans un torchon avec sel, poivre, armagnac et on le cuit dans un bouillon de légumes. À mi-cuisson, on stoppe la cuisson du foie gras pour qu'il reste très moelleux et avoir vraiment les saveurs du foie gras. Le repas très copieux se poursuit par du cochon de lait et sa farce. Après la crise sanitaire, ces amateurs de gastronomie locale sont ravis. Il est très bon, excellent. Très bon plat, la farce excellente. Dans ce cadre, c'est super. C'est une découverte, le hasard, et on a vraiment l'impression d'être dans le terroir en fait. C'est vraiment des bons produits. Déjà le déconfinement, on avait besoin de s'aérer, de se retrouver en famille. Ça a été très compliqué pour nous, donc on est très satisfaits, très heureux. Nous sommes sur l'écluse de Nazareth, un ouvrage technique sur la Baïse. Et comme vous l'avez remarqué, la gabarre a simplement 5 cm de part et d'autre pour pouvoir se glisser à l'intérieur de l'écluse. À la barre du Coutrillon, Magali gagne peu à peu ses galons de capitaine. Entrer dans le sas de l'écluse reste toujours une manœuvre délicate. Ce sont des bateaux à fond plat par rapport au fait que c'est une rivière. Et donc, au moindre petit coup de vent ou un peu de courant, il faut être un peu accroché à la barre pour pouvoir reprendre la direction. Aux côtés de Magali, son époux Sylvestre, le couple a repris il y a 1 an les croisières du Prince Henri, un pari sur l'avenir pour ces professionnels du tourisme. Les gens commencent à arriver là depuis une semaine. Alors c'est vrai qu'on a eu 2 mois difficiles, mais comme tout le monde, donc on va s'adapter. On a pris les mesures nécessaires pour que les gens puissent voyager en toute sécurité, puissent profiter de la petite Amazone en toute sécurité. Et donc ça y est, là maintenant c'est parti. Qui fournissait tous les légumes au château. Au bout de 2 heures de balade, retour au port de Nérac. Une croisière déjeuner coûte 35 € par personne. La saison des croisières dure jusqu'en octobre. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À ce soir. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur na.france3.fr.